viens tout droit du Cap Sizun, un autre centre du Finistère. Alors mon sujet de prédilection, c'est la réduction des déchets à la source. Donc non pas la gestion des déchets, mais comment on fait pour en avoir le moins possible. Le terme zéro déchet est assez mal choisi, puisque le but c'est pas d'en faire zéro, ça serait beaucoup demandé, mais au moins réduire au maximum, autant qu'on peut, voilà, dans la limite du possible, et sans que ça devienne une contrainte terrible et un enfer. C'est vraiment surtout pas ce qu'on veut. C'est un concept au final qui est vieux comme le monde, de faire avec ce qu'on a sous la main et d'éviter de gaspiller, d'éviter d'exploiter trop les ressources, voilà, de faire juste de manière sobre et sensée. Voilà, ça c'est vieux comme le monde. Je vais vous présenter le résultat d'une enquête de terrain que j'ai menée dans le cadre de l'association Côte Waste. Waste, W-A-S-T-E, comme déchets et gaspillage en anglais. On s'est raté pour éviter l'anglicisme. Donc c'est une association qui est basée dans le Cap Sizun et dont l'objet est d'aider et d'inciter le plus grand nombre à réduire sa production de déchets. C'est une association qui s'adresse principalement au grand public et au public scolaire, ainsi qu'aux collectivités, aux associations. Mais au final assez peu aux entreprises et aux professionnels. Mais donc dans le cadre de cette association-là, j'ai choisi de mener un projet qui s'appelle le Trobraise et des solutions zéro déchet dont je vais vous parler. Juste pour terminer sur cette association donc, qui est basée dans le Cap Sizun, on intervient beaucoup dans les établissements scolaires parce qu'on pense que c'est voilà, dès le plus jeune âge que ça se fait, que les bons réflexes se prennent et c'est à ce moment-là qu'on peut semer pas mal de graines. On fait aussi des conférences, des ateliers, on travaille avec les collectivités territoriales, collectivités locales. Et on organise aussi des événements, des friperies, des ventes de vélos d'occasion, des ateliers réparation vélo, voilà, vraiment le maximum de choses pour aider les gens à faire avec ce qu'on a sous la main, à apprendre à réparer, etc. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'aspect professionnel. J'ai choisi moi-même de devenir professionnelle dans la réduction des déchets, parce que j'en ai fait mon métier. Je suis coordinatrice de cette association. Et je développe par ailleurs de la formation professionnelle pour aider les pros et les entreprises à repenser leur consommation et à essayer de supprimer une partie des déchets qui sont créés, de voir comment on peut faire pour réduire cette partie-là qui représente des coûts pour les entreprises et les professionnels. Alors, donc on va voir ça en 3 parties. Donc je vais vous expliquer ce que c'était ce Trobraise. Alors vous pouvez le voir, c'était une sacrée aventure. Ensuite, je vais présenter plusieurs professionnels que j'ai rencontrés au cours de ce projet-là. Et puis en dernière partie plus brève, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? Donc le Trobraise, alors oui, c'était une sacrée aventure. Donc c'était, alors si vous avez quelques notions de breton, vous aurez compris que Trobraise, ça veut dire tour de Bretagne. À l'origine, c'est un tour lié à la religion. Bon là, il n'y avait rien de religieux dans ce que j'ai fait. C'était un tour de Bretagne pour rencontrer des professionnels et des structures publiques qui arrivent à réduire leur production de déchets déjà. Et donc j'ai été les rencontrer pour savoir comment font ces professionnels et ces structures publiques. Donc quelques mots sur ce projet. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça ? Alors en plus je l'ai fait à vélo. Bon, ça c'était pas mon idée, je peux vous le dire tout de suite. J'étais même contre. Mais bon, vu qu'on m'a forcé, je l'ai fait quand même. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce tour de Bretagne ? J'interpelle souvent les uns et les autres. Je questionne beaucoup, et vous, la production de déchets, comment ça se passe ? Et donc je demande souvent aux professionnels, aux commerçants, aux restaurateurs, aux gens dans les entreprises, peu importe, je leur demande souvent ce que eux pensent de ce concept-là de réduction des déchets, et tout le monde trouve ça formidable, tout le monde trouve ça génial, mais ça coûte trop cher, ça prend trop de temps,
c'est pas possible, les clients voudront pas, ils sont pas prêts, etc. Donc c'est formidable, mais il y a plein de raisons de surtout pas le faire. Ce qui à chaque fois me questionne et je me suis dit, mais je suis sûre que certains et certaines le font. Et donc j'ai décidé d'aller les chercher, d'aller à la recherche de ces professionnels qui réduiraient leurs déchets déjà à la source, qui mettraient en application tout ce qu'on dit ne pas être possible. Donc j'ai lancé un appel pour trouver ces structures, donc entreprises, mais aussi établissements scolaires, collectivités territoriales, etc. Et ça a totalement dépassé mes attentes, puisque j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages et de propositions. Et donc là, j'ai vu qu'en effet, ces entreprises et ces structures existaient. Et donc, j'ai monté ce projet-là en 4 mois de préparation intense pour les trouver, les identifier, les placer sur la carte, définir l'itinéraire que j'allais faire pour rencontrer tout ce monde-là en l'espace de 2 mois. Donc voilà, l'essence du projet, c'était d'aller chercher des réponses et des manières de faire, des pratiques, des bonnes idées. Les déchets des entreprises, en effet, sont vraiment importants et conséquents. Donc là, vous voyez sur ce graphique, enfin sur cette illustration, donc pour les ménages, on parle de la France hein, sur une année. Donc là, c'était en 2018. 39 millions de tonnes de déchets produits par les ménages, rapportés par habitant. Ça fait une moyenne de 580 kg. Donc là, on est sur les déchets, donc les poubelles ménagères, hein, la poubelle noire, la poubelle tout venant, la poubelle jaune, mais pas ce qui est envoyé en déchetterie. En déchetterie, c'est en plus 200 kg à peu près, en moyenne, hein, c'est des moyennes nationales. Les entreprises, donc pour chaque personne, donc là où chacun fait 580 kg, les entreprises ensemble vont produire 950 kg par personne en France, et le domaine de la construction, qui est le domaine le plus producteur de déchets, va produire en plus 3600 kg de déchets par habitant par an. Donc c'est énorme en fait. Donc on a une production de déchets qui est beaucoup trop importante. Ces déchets ne posent que des problèmes. Hein. Je vous mets au défi de me trouver un seul avantage à avoir des poubelles. Généralement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, c'est que des problèmes, que des dépenses, voilà, c'est un casse-tête pas possible de où mettre toutes ces poubelles. Donc voilà, c'est important d'aller voir ce qui est possible de faire au niveau des entreprises. Et il ne faut pas oublier aussi que ces particuliers-là, ok, donc certes, ce n'est pas nous qui pesons le plus lourd dans la balance, mais les entreprises sont dirigées, fonctionnent grâce à des particuliers. Les entreprises sont habitées par des particuliers. Et les particuliers sont aussi les clients de ces entreprises. Donc les deux vont vraiment de pair. Tout ce qui est fait au niveau réduction des déchets individuels va de pair avec tout ce qui est fait au niveau réduction des déchets des professionnels. C'est vraiment indissociable. Donc voilà, même si les actions individuelles semblent ne pas peser bien lourd dans la balance, au final si, parce que ça a aussi des répercussions sur la vie de nos entreprises et la manière dont on travaille. Donc voilà, d'où l'importance d'aller voir ce que c'était que cette réduction des déchets des pros. Donc pour aller les rencontrer, je suis partie donc à vélo, donc je vous présente Marc, qui était mon vélo. Donc Marc, c'est cheval en breton, parce qu'un vélo en breton se dit Marwarn, cheval de fer. Sauf que comme c'était trop dur à prononcer, voilà, je l'ai appelé Marc. C'est un vélo qu'un atelier de réparation de vélo qui fonctionne en zéro déchet a fabriqué sur mesure pour mon périple. Voilà, c'était une forme de sponsoring. On m'a prêté le matériel, prêté ou financé le matériel, parce que alors, le cyclisme, ça fait pas partie de ma liste de loisirs. Comme je vous l'ai dit, j'habite dans le Cap Sizun, ça monte et ça descend. Ça monte surtout, je trouve que ça descend assez peu. Il y a du vent, parfois même il pleut. Et donc le vélo, pour moi, c'est pas... Voilà, et puis c'est difficile pour moi le vélo, c'est vraiment très difficile. Donc je pense que les gens ont eu pitié de moi et on m'a beaucoup aidé
à monter ce projet vraiment côté vélo. Là, donc voilà, on m'a fait un vélo, on m'a prêté du matériel. J'ai eu une équipe qui m'a aidé à m'entraîner. Donc on était 5-6, on faisait une sortie par semaine à peu près pour essayer de faire un peu de muscle parce que je partais vraiment de zéro. Là, c'était le jour du départ où j'ai eu vraiment un comité de soutien. Il y avait des dizaines de personnes qui ont roulé avec moi sur les premiers kilomètres. Là, ils m'ont fait une aide d'honneur en partant. On ne voit pas sur la photo, mais moi, je rigolais et je pleurais en même temps. Et puis, donc pour préparer le projet, j'avais une grande carte de Bretagne affichée au-dessus de mon bureau. Et à chaque entreprise que j'avais identifiée comme réduisant vraiment les déchets de manière sincère et efficace et ayant accepté de me recevoir, en fait, je l'épinglais sur la carte et j'épinglais aussi toutes les propositions d'hébergement que je recevais. Parce que, donc on peut voir que le vélo était déjà chargé, c'était hors de question pour moi, en plus de trimballer une tente, parce que c'était déjà bien trop lourd par rapport à mes capacités physiques. Donc j'étais logée chez l'habitant. Il y a énormément de personnes qui m'ont proposé un hébergement, beaucoup d'inconnus. Donc j'ai été très touchée par toutes ces propositions et toute cette générosité. Et donc tout au long du périple qui a duré 2 mois, j'ai eu 40 lieux d'hébergement, enfin 40 familles, foyers ou personnes qui m'ont hébergée, plus un camping, une auberge de jeunesse et une chambre d'hôte. Donc voilà, pendant le trajet, j'ai rencontré des structures professionnelles. Donc là on a 2 exemples, c'était Morlaix Communauté ici et puis un food truck qui est justement dans le pays brestois, l'Esperluette, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un bus vert. Et puis j'ai aussi fait quelques rencontres annexes, des rencontres un peu informelles avec des associations qui œuvrent pour la réduction des déchets, des professionnels qui mettent en place des choses mais qui ne rentraient pas exactement dans ce que je cherchais. Ça a vraiment été 2 mois très intenses et très riches de rencontres. Et puis, donc il y a aussi des établissements scolaires qui suivaient le périple, école, collège. J'ai été hébergée chez l'habitant, donc là quelques exemples. L'itinéraire, donc je suis partie de Poulgoisec à Plouhinec, je suis remontée par le nord, j'ai été jusqu'à du côté, un peu après Vitré, c'était Bretagne historique, Bretagne 5 départements. Pour redescendre ensuite et revenir, petit passage par Belle-Île, et Belle-Île ça monte, hein. Ça grimpe. Heureusement c'était à la fin du parcours. Et pour revenir à mon point de départ à Poulgoisec. Donc dans toutes ces étapes-là, j'ai rencontré 38 structures professionnelles et publiques. Alors parlons-en justement de ces structures. Donc il y avait 5 assos, une ferme agricole, un institut de beauté, 7 lieux de restauration, donc restaurant, café, food truck, 3 lieux de tourisme, des gîtes notamment, 3 établissements scolaires, une brasserie, une fleuriste, 4 systèmes de consigne, de réemploi du verre, 4 PME de secteurs totalement variés, 3 collectivités territoriales, un salon de coiffure, un cabinet médical, 5 boutiques et un marailleur. Donc vous voyez, c'est très varié, donc tous ces professionnels-là parviennent à réduire leur production de déchets. Alors, comment font-ils, comment font-elles? Déjà, il y a quelques points communs. Même s'ils sont extrêmement variés, il y a des choses communes à toutes ces structures sans exception. Premièrement, leur motivation. Toutes les personnes rencontrées partent de l'envie de bien faire. L'envie de faire quelque chose qui correspond à leurs valeurs, à leurs principes, quelque chose qui soit positif. C'est vraiment la condition sine qua non, toutes ces structures avaient ce point commun. Aussi le besoin d'être en accord avec leurs valeurs fondamentales. Et puis, autre point commun, pas ou peu de formation à ces fonctionnements-là. C'est du feeling, c'est vraiment du bon sens, de la réflexion personnelle, mais pas ou extrêmement peu de formation. Je crois que sur l'ensemble des 38 structures, il y avait juste la coiffeuse
qui de temps en temps allait faire des formations sur des techniques plus naturelles dans la coiffure. Je crois que c'était la seule qui recevait des formations de temps en temps. Et puis au niveau de leur pratique, 2 points communs. Tout ce que j'ai vu mis en place, tout ce que j'ai vu n'était que des choses simples. Ça, c'était vraiment ma grande surprise. Je m'attendais à voir des astuces alambiquées, des choses qui seraient hyper dures à décrire après. C'était uniquement des choses simples. Vraiment, ça c'est la grande surprise. Et toutes les personnes dans ces entreprises et ces structures ont juste pris le temps d'observer leurs pratiques et de réfléchir à comment faire en fait pour réduire les déchets. Au final, bah là je divulgage un peu la fin, mais en fait c'est ça. C'est ça le moyen de réduire sa production de déchets, c'est juste d'observer ses pratiques et de voir comment on peut les changer. C'est pas plus compliqué que ça. Ça c'était vraiment ma grande surprise, qui me fait plaisir en plus parce que ça veut dire que c'est accessible. Je vous présente 5 exemples concrets de ces entreprises. Premièrement, l'entreprise Public Graphique à Pont-l'Abbé, qui est une entreprise de sérigraphie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des supports papier, plastique pour la communication, la commercialisation. Voilà, c'est un secteur qui est générateur quand même de pas mal de déchets. J'ai hésité au début à les intégrer dans le tour et après je me suis dit mais bien sûr que si, il faut à tout prix montrer aussi des entreprises qui sont dans des secteurs a priori polluants ou générateurs de déchets et voir ce qui se met en place dans ces secteurs-là. Donc il y a 15 personnes qui travaillent chez Public Graphique, qui sont basées à Pont-l'Abbé. Et l'entreprise voilà, est labellisée Imprime Vert, donc ça veut dire que c'est des méthodes d'impression qui sont voilà, moins nocives. Et 100% de la production est faite à Pont-l'Abbé. En fait, ça fonctionne dans cette entreprise parce qu'ils impliquent toutes les parties prenantes de l'entreprise pour tenter de réduire les déchets, donc les transporteurs, les fournisseurs, les clients, tous les partenaires, les collectivités autour. Enfin, vraiment, ils essaient de fonctionner avec tout le monde et ils expliquent à tout le monde leur démarche, vers quoi ils vont et ce qui est possible de faire aussi chacun à son échelle, et donc ça fonctionne grâce à ça. Donc il y a quelques domaines qui leur permettent de réduire les déchets. Déjà au niveau de leur politique d'achat, à chaque fois qu'ils doivent acheter du matériel, que ce soit du matériel durable ou des consommables, ils réfléchissent aux produits qu'ils achètent, comment ces produits sont faits, d'où viennent-ils. Pour les machines, ils veulent à tout prix que leurs machines soient réparables, qu'elles durent le plus longtemps possible. Aussi, il y a des critères de bruit, de confort, d'ergonomie pour les personnes qui travaillent là. Et ils fonctionnent en cercle concentrique, c'est-à-dire qu'ils essaient toujours de voir s'il y a quelqu'un à Pont-l'Abbé qui vend ça. S'il n'y a pas à Pont-l'Abbé, en Cornouailles, s'il n'y a pas dans le Finistère, s'il n'y a pas en Bretagne, etc. Et donc ils fonctionnent comme ça, ils essaient toujours d'acheter au plus près. Et ils font pareil pour la maintenance de leurs machines, ils ont des machines très spécifiques. Et donc ils travaillent avec des entreprises de maintenance locale, même quand les entreprises viennent de plus loin parce qu'ils n'ont pas trouvé près. En fait, les personnes qui travaillent sur la maintenance sont formées à l'utilisation de ces machines-là pour pouvoir réparer et travailler avec des réparateurs locaux. Donc voilà, pour eux c'est plus simple aussi de fonctionner comme ça et ça permet de réduire la production de déchets aussi en cherchant des choses qui sont réparables, qui sont durables, du mobilier d'occasion, voilà. C'est une manière pour eux de réduire leurs déchets. Ensuite, ils sensibilisent leurs clients. Ils leur proposent toujours aux clients de travailler avec des matières qui seront plus faciles à gérer en termes de déchets. Ils essaient de réduire les épaisseurs des matières. Ils leur proposent de modifier un peu les formes, etc. pour qu'il y ait moins de chutes, moins de pertes. Donc voilà, c'est des tentatives d'éco-conception où ils incitent vraiment aussi à utiliser des matières plus naturelles. Voilà, ils poussent au maximum la clientèle à ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Au final, ça coûte moins cher pour l'entreprise, mais aussi pour les clients, parce qu'il y a besoin de moins de matière, donc la facture est moins élevée au final.
Alors, ils récupèrent les chutes. Pour eux, les chutes, c'est pas des chutes, c'est des petits trésors. C'est vraiment des ressources. Ils ont un stock de chutes dans leur entreprise qui est accessible à qui en a besoin. Donc, ils donnent beaucoup de choses aux établissements scolaires, aux étudiants des beaux-arts, aux troupes de théâtre, aux artistes. Voilà, ils donnent en fait un maximum de chutes pour ne pas les jeter, que ça puisse servir à d'autres pour qui ça va représenter des dépenses en moins aussi. Le fait d'avoir ces matières sous la main, ça permet de ne pas avoir à les acheter. Donc ça réduit les dépenses pour toutes ces personnes-là et c'est une manière pour eux de soutenir aussi voilà, les artistes locaux, les établissements scolaires, les étudiants, etc. Ils créent aussi des nouvelles choses à partir des chutes. Par exemple, c'est une entreprise que je connaissais un peu avant de partir et je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas me faire un petit drapeau. Je voulais un drapeau sur mon vélo, c'était une fantaisie que j'avais. Je voulais vraiment avoir un truc qui flotte derrière moi et je leur ai demandé s'ils pouvaient me fabriquer un drapeau et donc ils m'ont fabriqué un drapeau sur la chute de Bâche. Et en plus, comme ils sont sympas, ils m'ont fait des petits fanions pour faire une guirlande, voilà, donc avec des chutes. Donc ils soutiennent aussi les initiatives locales qui leur plaisent en fabriquant des choses sur des chutes. Par exemple, ils fabriquent aussi des jetons pour des festivals locaux, pour voilà, faire des échanges monétaires, enfin l'équivalent d'échanges monétaires. Voilà, ils utilisent leur chute au maximum aussi pour fabriquer des choses pour soutenir les initiatives qu'ils trouvent positives. Leurs postes de travail, pareil, dans l'entreprise, sont totalement bricolés, faits sur mesure de manière ergonomique et optimale avec les chutes qu'ils trouvent dans l'entreprise. C'est assez joli à voir, c'est vraiment assez ingénieux tout ce qu'ils font pour voilà, réutiliser ces chutes. Et les employés y ont aussi accès pour bricoler chez eux. Et enfin, ils organisent des ateliers de réemploi avec des artistes ou des créateurs, créatrices, par exemple. Ils font des lampes avec des chutes. Voilà, il y a des découpes et ça fait des lampes très jolies. Donc ils organisent des ateliers régulièrement pour apprendre aux gens à faire ça. Des bijoux aussi avec leurs chutes. Et puis les palettes, hein, ils font tout pour ne pas jeter les palettes, hein, les fameuses palettes qui embêtent un peu tout le monde dans les entreprises. Donc il y a 70% de leurs palettes reçues qui sont réemployées, ils les réutilisent au maximum, et les 30% qui ne peuvent pas être réemployés sont donnés. Ils ont le contact de quelques personnes dans le coin et ils leur envoient un message dès qu'il y a un petit stock de palettes et le premier qui vient récupère les palettes. Les conséquences pour cette entreprise de fonctionner comme ça, voilà, là je vous donne globalement, hein, à chaque fois il y a d'autres choses qu'ils font, mais si je vous donne tout dans le détail, mes pauvres, vous n'êtes pas couchés. Les conséquences pour l'entreprise Publigraphique, déjà les ressources sont optimisées. Donc ça veut dire qu'il y a moins de choses qui sont jetées et moins de matières qui ont besoin d'être achetées, parce que tout ce qui est acheté est vraiment optimisé au maximum. Ils se sentent vraiment en adéquation avec leurs valeurs profondes. Et aussi, il y a une adéquation entre leurs valeurs, ce qu'ils annoncent à leurs clients, voilà, ce qui est mis sur leur site internet, de nous on fonctionne en éco-conception, et leurs actions. Donc vraiment, tout est aligné. Et pour eux, c'est très agréable de travailler comme ça. Il y a vraiment un bien-être et un plaisir des personnes qui y travaillent. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans cette entreprise et ça se sent, quoi. Vraiment, c'est une entreprise où il y a une joie qu'on ne trouve pas partout, vraiment. Ça crée aussi une cohésion et une énergie collective, tant dans l'entreprise qu'avec tout l'écosystème qui est autour. Et c'est vraiment positif. Ça leur permet de faire des économies financières, de baisser leur consommation. Par rapport aux machines qu'ils ont, ça permet aussi aux réparateurs locaux de monter en compétences, puisqu'ils apprennent à réparer des machines très spécifiques. Et toutes leurs actions permettent d'encourager la vie du territoire, voilà, en travaillant au maximum en local, ça encourage voilà, l'économie et la vie du territoire. Ça prend plus de temps, fonctionner comme ça leur prend plus de temps que s'ils fonctionnaient sans faire attention, mais ça a beaucoup de sens, ça a plus de sens. Et ça apporte une richesse humaine et ces deux choses-là n'ont pas de prix.
Et en plus, je trouve, moi, que d'avoir des réflexions comme ça dans un secteur peu écologique, je trouve ça vraiment positif. Donc une phrase que j'ai relevée de l'entretien que j'ai mené donc avec Frédéric et Béatrice qui sont à la tête de l'entreprise. Avec du bon sens et de la créativité, on fait de la magie. Et Frédéric a au-dessus de son bureau, c'est marqué « Ose rêver, ose essayer, ose te tromper, ose aussi réussir, mais surtout, ose !» Alors ensuite, j'ai vu Richard de l'hôtel-restaurant L'Esquem à Trégueux, à côté de Saint-Brieuc. Donc c'est un hôtel indépendant 3 étoiles, 44 chambres, et il y avait 16 personnes dans l'équipe au moment de mon passage. Ils ont réussi dans cet hôtel à réduire beaucoup la production de déchets, déjà en jouant sur l'hygiène et la propreté. Pour tout ce qui est désinfection, ils utilisent du vinaigre blanc. Tout simplement, voilà, il y a beaucoup moins de pchits différents et de produits en tout genre. Ça permet de réduire vraiment les contenants. Pour le ménage, parce que donc il y a 44 chambres, hein, donc ça veut dire 44 salles de bain, parce que maintenant dans les hôtels c'est une salle de bain par chambre. Ils utilisent aussi des éponges en fibre naturelle qui coûtent plus cher à l'achat mais qui durent 1 an et demi, contrairement aux éponges classiques qui étaient blettes en 1 mois ou 2. Donc voilà, l'un dans l'autre. Et c'est des éponges qui sont recyclées. À l'échelle d'un hôtel comme ça qui a autant de chambres, ça fait vraiment la différence. Et puis l'emploi du vinaigre blanc a des avantages aussi au niveau du ménage parce que avant les parois de douche étaient nettoyées avec des pchits chimiques, des parois transparentes, et il fallait beaucoup d'eau pour rincer ça. Et avec le vinaigre, on utilise 1/3 d'eau en moins. Ça part beaucoup plus vite, il y a besoin de beaucoup moins d'eau pour rincer. Et aussi, ce que m'expliquaient les personnes en charge du ménage, c'est que d'un point de vue confort respiratoire, ça n'a rien à voir, vraiment. L'hôtel a supprimé toutes les bouteilles en plastique, pour tout, même pour l'eau. Donc c'est des bouteilles consignées. Il y a un travail qui est fait aussi sur l'origine des produits. Donc il y a un maximum de choses à acheter en local et régional. C'est pas possible pour tout pour cet hôtel, mais au moins une bonne partie. Et plus on travaille en local, moins il y a de déchets. Parce que moins il y a de transport. Donc moins il y aura de palettes, de films, il y aura moins de conditionnement. En fait, plus on achète local et direct, moins il y a besoin de conditionnement, donc moins il y a de déchets. C'est une mécanique assez simple. Ils travaillent aussi au maximum avec des fournisseurs donc locaux, qui peuvent leur fournir des matières dans des contenants consignés. Par exemple, ils ont arrêté les petites savonnettes là, dans toutes les chambres, leurs 44 chambres, et ils sont passés à des recharges de savon liquide qui sont fixés directement dans la douche. Et ils récupèrent des bonbonnes avec leurs fournisseurs, ils rechargent leur distributeur et les bonbonnes retournent chez le fournisseur qui les remplit, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de déchets dans la manipulation. Pour le café, c'est pareil, c'est reçu en sac, ils vident dans leur contenant, ils rendent le sac, etc. Et donc voilà, ils ont rentré ça aussi dans leur politique d'achat, dans les contrats, en fait, dans leur cahier des charges. Ils précisent qu'ils demandent aux fournisseurs de fonctionner comme ça, et pour eux c'est un critère de choix pour les fournisseurs. Ils essayent en tout cas de pousser au maximum. Alors tous n'arrivent pas à s'adapter, mais si on ne demande pas, il y a moins de chances qu'on y arrive. Et puis pour le service des repas aussi, vous voyez, hein, souvent maintenant sur les tables des restaurants, on a le sel en papier, le poivre en papier, la moutarde en plastique, la serviette en papier, la petite sucrète individuelle dans du papier, le petit biscuit enveloppé, voilà. Donc tout ça niette, donc ils ont à l'ancienne, hein, salière, poivrière, petit pot de moutarde. Comme c'est un hôtel, ils peuvent aussi avoir des serviettes en tissu, parce que donc ils ont un service de blanchisserie, ce qui n'est pas évident pour tous les restaurants qui n'ont pas d'hôtel attenant, hein, c'est plus complexe. Mais donc pour eux c'est possible, il n'y a pas un déchet sur leur salle de restaurant. Et puis pendant le Covid, ils avaient fait des repas à emporter et c'était dans des boîtes consignées, le système fonctionnait très bien.
ils expliquaient systématiquement aux clients, il n'y avait pas de souci. Les conséquences pour cet hôtel-restaurant, déjà les retours des clients sont très positifs. Ça ne représente pas de charge financière pour eux du tout, parce que les investissements dans des objets et des consommables durables sont vite amortis en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de racheter en permanence. D'ailleurs, le coût de traitement des déchets a baissé de 25% pour eux. Donc ça leur permet de faire des économies. Et puis, gros avantage, le confort au travail et la performance commerciale. Parce que plus on propose un service de qualité, moins il y a de déchets, plus la qualité est visible. Plus ça plaît aussi, ou du moins ça va attirer une clientèle qui ressemble à ça. Voilà, plus on propose des tables et du service où on respecte en fait les objets, les gens, et plus les gens respectent aussi ce qu'on leur propose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une phrase relevée dans l'entretien avec Richard, on met souvent en opposition écologie et économie, c'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de bouteilles en plastique ici que l'entreprise tourne moins bien. Au contraire. Elle tourne moins bien. Le cabinet médical des docteurs Lebrise et Cloirec. Donc c'est un cabinet médical, au moment de ma visite, 2 médecins généralistes, mais il y avait un projet de maison médicale à 9 praticiens où ce qui était mis en place, c'était prévu que ça fonctionne aussi comme ça dans la maison médicale. Dans ce cabinet médical, il y avait, quand il n'était encore que 2, un petit sac poubelle par semaine, ce qui est extrêmement peu pour un cabinet médical. Et pour cause, pas de papier d'examen dans ce cabinet médical, totalement supprimé le papier d'examen, sauf si c'était exceptionnellement un acte un peu salissant ou quelque chose de particulier, mais sinon, ce déchet qui est en fait le plus gros déchet en volume d'un cabinet médical n'existe plus là. Tout simplement, la table d'examen est désinfectée entre 2 patients, un pchit de vinaigre, une lavette lavable. Et voilà. Quand ce sont des enfants ou des personnes plus fragiles susceptibles d'avoir froid, elles mettent juste une serviette. Voilà, donc ça représente assez peu qui va être lavé sur place, mais il n'y en a pas tant que ça au final. Et donc le vinaigre blanc est validé dans les protocoles sanitaires aussi pour le domaine médical. Elle m'expliquait que ça leur prend pas plus de temps de mettre un pchit de vinaigre et d'essuyer que de changer le papier. Et par contre, elles n'ont pas à gérer les poubelles. Petit conseil que je rajoute, en tout cas conseil ou possibilité, on peut avoir avec soi un drap, une serviette qu'on peut ramener chez les praticiens pour aussi éviter ceux qui n'ont pas mis ça en place, leur dire c'est bon, j'ai ma serviette, n'utilisez pas de papier. Je fais les fois où j'oublie pas de le sortir de ma voiture. Je suis comme tout le monde, parfois j'oublie. Le petit matériel médical, les abaisse-langues, les embouts, des petites choses d'examen sont en fait lavées et désinfectées. Donc c'est du matériel lavable, c'est prévu pour, donc elles évitent tout ce qui est jetable et le lavent et le désinfectent au fur et à mesure. Pour désinfecter, elles ont récupéré un vieux tambour de machine à laver, elles en ont fait une petite caisse de désinfection, quelque chose de très simple. Non, c'est dans une vieille essoreuse, de récup, bien sûr. Pour certains matériels, c'est pas possible, le matériel de suture elles le font pas pour le matériel des examens gynécologiques non plus, mais pour tout le reste, elles fonctionnent ainsi. Elle m'expliquait que c'est vraiment une question de réflexe. En fait, les médecins sont formés à l'hôpital, et à l'hôpital, là c'est du tout jetable, et c'est juste une question de conditionnement. Si on a tendance à penser que donc c'est pas possible de sortir de ce qu'on a appris dans notre formation, mais en fait si, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pour le matériel de bureau aussi, elles essayent de réduire la production de déchets. On a cette image des médecins tout le temps en train de gratter sur du papier et d'avoir plein de choses. Donc elles ont du matériel d'occasion dès que c'est possible pour leur bureau, des crayons en bois au lieu des surligneurs fluo, du papier recyclé,
Bon, le papier recyclé, ça peut être une fausse bonne idée, il faut vraiment s'en renseigner. Voilà, il n'y a pas toujours d'avantage à condition qu'il y ait des labels. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Des piles rechargeables, enfin, voilà, elles fonctionnent aussi comme ça pour le matériel de bureau. Et en salle d'attente, des jouets d'occasion, des livres au lieu des magazines, parce que les magazines sont vite obsolètes, ou se déchirent, etc. Et donc elles ont des livres. Les conséquences pour elles de fonctionner comme ça, déjà les patients sont contents. C'est une économie financière, même si ce n'est pas très impactant sur le budget global d'un cabinet médical. Mais en tout cas, ça leur coûte rien, ça fait des petites économies. Et puis, elles ont vraiment plaisir à ne pas voir la poubelle se remplir et à ne pas avoir ces poubelles à gérer. Je ne sais pas vous, mais moi, perso, sortir les poubelles, c'est pas mon activité préférée, donc pour elles, c'est pareil. Une phrase relevée de lors de l'entretien. Les habitudes et repères de société sur l'hygiène sont bien installés, mais il est tout à fait possible de fonctionner autrement. C'est simple, mais on a juste tendance à l'oublier en fait. Arbre et paysage à Belle-Île. Donc c'est une entreprise de paysagisme installée depuis 2014. Jean Gab, qu'on voyait, avait commencé tout seul. Lors de mon passage, 7 ans après, 17 employés. Et 100% de l'activité sur l'île. Donc, dans cette entreprise, on n'envoie pas une brindille en déchetterie, rien du tout. Tout sert à quelque chose. Donc, déjà, les clients sont incités à mettre en place du compostage sur leur terrain. Jean Gab leur explique simplement et clairement en quoi ça consiste et quels sont les avantages de le faire. Et il me disait qu'il a réussi à trouver des manières d'expliquer, de sorte que si les clients disent non, ils se sentent un peu bêtes. Donc les clients disent oui. Dans la grande majorité des cas, ce compost est réutilisable sur le terrain. Il m'expliquait que pour lui, pouvoir composter et mettre sur le terrain tout ce qui est généré, ça permet d'éviter de la manutention, d'éviter du matériel pour aller chercher ces matières végétales, pour les envoyer à la déchetterie. En fait, pour lui, c'est moins de temps passé, c'est moins de logistique, moins d'énergie, plutôt que d'enlever, de transporter. Moins de matériel spécifique aussi, si on laisse sur place, ça demande moins de choses spécifiques. Alors certains clients, au début, ont un peu peur que ça ne fasse pas propre, d'avoir du compostage ou bien d'avoir des déchets végétaux, même si c'est IMC de parler de déchets végétaux. Certains ont peur en fait que ça fasse un peu brouillon sur leur terrain, mais ils se rendent vite à l'évidence que non, en fait ça fait propre. Et donc après discussion ou après essai, les craintes sont très vite levées. Le réemploi, donc certaines matières ne sont pas compostables dans le jardin. Par exemple, s'il y a des grandes branches coupées, s'il y a des arbres à élaguer ou des arbres à couper, etc. Alors, pour chaque élément, il y a une solution dans cette entreprise. Par exemple, pour le compostage, si ce n'est pas possible, il y a une zone de compostage plus loin sur l'île. En fait, l'entreprise utilise un terrain sur lequel elle monte des andins, du compostage. Le compost obtenu est accessible aux Iliens gratuitement. Pour les résidences secondaires ou les touristes, il faudra donner un petit quelque chose, mais pour les Iliens, en tout cas, c'est gratuit. C'est utilisé aussi sur les jardins collectifs familiaux, parce qu'il y a quelques familles qui se sont mises ensemble et qui font du jardinage à plusieurs. Donc le compost est gratuit et accessible pour toutes ces personnes-là. Les branches moyennes sont broyées, servent à pailler les plants, les arbres, etc., les petits arbres sur les terrains des clients, et le surplus est revendu. Les grandes pièces de bois sont fendues en bois de chauffage, quand c'est du bois qui peut être brûlé, ou donné, ou le bois est envoyé à la scierie locale qui taille des planches dedans, qui vont être réutilisées, et s'il n'y a pas de débouché évident, ces planches sont utilisées sur les terrains, les jardins des clients ou les jardins familiaux pour faire des compositions, délimiter les espaces, créer des bacs, etc. Donc vraiment tout sert à quelque chose.
Et les Iliens aussi ont un accès gratuit au broyat, aux palettes, parce que donc certains produits sont reçus sur palettes. Les Iliens ont accès à ces palettes-là. Et puis les bouts de bois qui ne sont pas exploitables pour l'entreprise aussi sont donnés aux Iliens. Une autre technique pour Jean-Gab et son équipe de diminuer les déchets, c'est d'orienter les choix des clients, un peu comme à Publigraphique. Donc aussi comme pour le compostage, hein, ils incitent à composter. Ils refusent aussi maintenant de créer des piscines. Par contre, ils proposent de plus en plus aux clients de créer des bassins naturels. Et dans cette entreprise, ils n'acceptent l'arrosage automatique que si c'est avec de l'eau de pluie récupérée. Voilà. On est sur une île, donc tout prend une dimension plus importante. Tout est beaucoup plus visible. Le manque d'eau est visible de suite. La gestion des déchets pose beaucoup plus vite problème. Donc là, c'est vraiment criant sur une île et c'est bien de voir qu'il y a des professionnels qui se saisissent de ça et qui disent bah non, en fait, nous on arrête de fonctionner comme ça. Et puis le matériel aussi, le choix du matériel, donc c'est du matériel électrique plutôt que thermique. Les pots des plantes reçues sont donnés à la pépinière de l'île. Donc c'est des déchets en moins à gérer pour l'entreprise et des pots en moins à acheter pour la pépinière, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ce qui pose encore problème, c'est les films plastiques autour des palettes qui sont reçus. Et puis le tri sélectif est encore imparfait dans l'entreprise. Mais bon, ça avance. L'entreprise aussi aide les initiatives positives locales en prêtant du matériel. Par exemple, j'ai rencontré une jeune femme qui a monté un système de collecte des biodéchets des restaurateurs, donc tout ce qui peut être composté, et qui a créé une aire de compostage pour les restaurants, les hôtels. Et l'entreprise Arbre et Paysage met à disposition une benne pour faire le compost pour cet assaut-là qui vise à faire le compost. Ou ils peuvent aussi faire des prestations d'élagage pour des initiatives ou des structures qui trouvent positives pour l'île, qui apportent du plus, qui font du bien à l'île. Donc ils aident comme ça en prêtant du matériel ou en faisant des prestations gratuitement. Ça encourage les initiatives qui font du bien à l'île, et en plus ça crée vraiment des ponts et de la cohésion entre ces différentes structures qui fonctionnent ensemble, et ça fonctionne le lien social, ça renforce le lien social, ce qui est bien quand on vit sur une île aussi. Les conséquences pour Arbre et Paysage, déjà une fois de plus des retours positifs de la part des clients, notamment sur les démarches de permaculture. Le réemploi et ses fonctionnements circulaires permettent d'économiser du temps, des ressources et du matériel. Alors le fait de faire un tri rigoureux autant que faire se peut prend plus de temps, mais ça améliore l'organisation derrière, et donc ça prend du temps au début, mais ça permet d'en gagner après. C'est un petit bonus économique pour eux, même si économiquement c'est pas un changement radical du tout au tout, mais ça reste un petit bonus économique. Et puis le temps et l'énergie qui sont économisés dans ces fonctionnements-là peuvent être mis dans des projets qui leur tiennent à cœur ou qui font du bien à l'île, comme j'ai expliqué juste avant. Il m'expliquait aussi que le fait de se soutenir les uns les autres et d'avoir du sens dans le travail, ça n'a pas de prix. Et c'est un avantage qui n'est pas mesurable, mais qui est très fort. Et enfin, le développement rapide de l'entreprise, passer de 1 à 17 en 7 ans, ça montre que économiquement, c'est tout à fait viable et soutenable. Une phrase de Jean-Gab: il faut arrêter de reporter la responsabilité sur la génération suivante, c'est à nous qui sommes dans la force de l'âge de réagir. Le café Côte Zéro à Lorient, ouvert en juillet 2019, au moment de ma visite, entre 180 et 200 repas par semaine, 2,5 kg de déchets recyclables, 800 g d'ordures ménagères et 4 kg de verre.
par semaine. Par semaine pour 200 repas. Donc dans la conception du lieu, déjà tout a été réfléchi pour avoir un maximum de matériel, de récup, d'occasion, etc. Une rénovation écologique du lieu. Les menus sont faits à partir de produits locaux, de saison, transportés en vélo par une association d'insertion locale. Ils achètent aussi des légumes déclassés, ça leur coûte moins cher. Et puis dès que c'est possible, ils renvoient les contenants aux producteurs, les seaux de yaourt, les cagettes de légumes, etc. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit, parce qu'au début c'était trop compliqué pour elles, c'est que des femmes qui s'occupent de ça, qui s'occupent de ce lieu. Au début c'était trop compliqué pour elles de fonctionner, voilà, tout avec les producteurs, donc il y avait beaucoup de choses achetées à métro, et petit à petit, vraiment progressivement, ça s'est mis en place, et il y a eu de plus en plus de fournisseurs locaux. 95% de produits végétaux, donc assez peu de viande et de poisson. Et les menus changent tous les jours, ce qui permet de s'adapter aux saisons, s'adapter à ce qu'il y a et aussi de réutiliser, voilà, s'il y a des restes, sans couper la chaîne du froid bien sûr, mais de rien jeter. Et le peu de choses qui restent va au compost. Alors justement, le compost, il y a 10 kg de matière compostée par semaine. Elles utilisent un bokashi. Je ne sais pas si vous connaissez les bokashi. C'est un système de compostage par bactéries, par lactofermentation. Un des avantages, c'est que ça produit moins de CO2 qu'un compost classique. Donc une fois par semaine, il y a une association locale qui vient amener des nouvelles bactéries à remettre dedans et qui récupère le compost obtenu de la semaine. Ce compost est mis sur un terrain pour fertiliser le terrain sur lequel pousse une plante qui sert à faire une tisane qui est vendue ensuite dans le restaurant. Voilà, bouclé. Et puis il y a une démarche solidaire, voilà, avec vous connaissez le principe des cafés suspendus. On va boire un café, on peut payer d'avance un café pour quelqu'un qui ne pourra pas. Il y a aussi ça, on peut arrondir l'addition un peu au-dessus et mis bout à bout, ça fait des repas qui sont distribués ensuite par le centre communal d'action sociale. Enfin, il y a plein de choses mises en place au niveau solidaire aussi. Souvent, c'est des démarches assez globales en fait. Il y a, dans toutes ces structures-là que j'ai vues qui réduisent leurs déchets, souvent, c'est pas que une réduction des déchets. Il y a aussi des économies, il y a aussi une réflexion sur l'humain, tout ça. Les conséquences pour le café-resto, très peu de déchets, une grande satisfaction au travail, une alimentation qui est saine et qui a du goût, et pour un resto, c'est pas du luxe, surtout que parfois je me demande si certains n'ont pas oublié que l'origine d'un restaurant, c'est quand même de nourrir et de le faire bien. Mais en tout cas, là, ça a vraiment du goût, ça leur demande beaucoup plus de temps de fonctionner comme ça. Et c'est plus compliqué parce qu'il y a une multitude de fournisseurs, parce que il faut réfléchir à tout, mais elles disent que ça vaut vraiment le coup quand elles regardent leur bilan carbone, parce qu'elles font des suivis des bilans carbone. Et de toute façon, pour elles aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner autrement, elles ne reviendront pas en arrière, elles ont tellement de plaisir à travailler comme ça que c'est pas possible de revenir en arrière. Autre avantage, ça permet de tisser énormément de liens localement, parce que elles travaillent dans cette démarche solidaire et le fait de travailler avec beaucoup de fournisseurs locaux, en fait, ça tisse des liens. Et les retours des clients positifs, une fois encore. Une phrase récupérée de l'entretien, nous ne voulons surtout pas culpabiliser, mais au contraire donner envie d'aller vers les transitions. Donc les transitions au pluriel. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? Déjà, alors moi j'en ai tiré des conclusions de ces 38 structures visitées. C'est que, contrairement à ce qu'on m'avait dit, c'est une démarche qui est possible. Et en plus, qui est positive. Et je dirais même qui est souhaitable, en fait. Et peut-être même inévitable. Parce que ça apporte tellement de positifs et on a tellement de problèmes avec les déchets, et là il y a beaucoup de solutions. Je pense que c'est inévitable d'aller de plus en plus vers ça. Comme à la maison, c'est une démarche qui est progressive et qui est perfectible. Toutes ces structures avaient encore des choses à améliorer
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on attend que ça soit parfait avant de commencer, on risque d'attendre longtemps. Donc c'est vraiment des démarches progressives et perfectibles. Et pendant ce tour-là de Bretagne, j'ai eu seulement un petit aperçu de toutes les structures qui réduisent leurs déchets en Bretagne, sans parler de ce qui se passe en France, en Europe, etc. J'ai vraiment eu un tout petit aperçu et j'ai ciblé uniquement les structures qui réduisent leurs déchets à la source. Je ne me suis pas intéressée aux économies d'énergie, aux économies d'eau, à la mobilité, à l'insertion, etc. Donc quand on met ça bout à bout, en fait, il y a énormément d'entreprises et de professionnels et de structures publiques qui bougent, en fait, qui mettent des choses en place. C'est vraiment, je trouve ça extrêmement motivant. Le but de ce voyage était de diffuser leurs pratiques, mais déjà de voir ce qui se passe et si c'était bien de diffuser les pratiques. Donc pour diffuser les pratiques, maintenant ça passe par des conférences comme celle-ci pour transmettre leurs bonnes idées. Mais là c'est juste un petit aperçu de ces 38 structures, donc je suis en train de terminer la rédaction d'un livre qui détaille vraiment les pratiques de ces professionnels, les conséquences, les avantages, les difficultés, voilà, de quasiment toutes les structures rencontrées. Et puis il y a aussi un documentaire qui a été tourné. Alors là c'est plus sur mon défi perso de faire ça à vélo dans cette aventure. Donc on voit toute la flotte que je me prends sur la tête et mes difficultés. Voilà. Et donc j'accompagne souvent la conférence de ce documentaire-là. Et moi, mon espoir, c'est que l'expérience de ces professionnels-là puisse inspirer d'autres, motiver d'autres à s'y mettre, aider d'autres. C'est vraiment l'objectif de tout ça. Donc vous me direz si ça vous donne envie de vous lever et de dire « Ouais, j'ai fait !» Donc voilà, je remercie tous ces professionnels rencontrés. Donc ça, c'est toutes les personnes avec qui j'ai mené des entretiens. Donc je leur adresse un énorme merci pour ce que ces personnes font au quotidien et puis d'avoir accepté de m'ouvrir les portes de leur lieu de travail et de m'avoir montré les coulisses. Voilà. Et donc merci à vous d'être là aussi pour m'écouter raconter tout ça. Et voilà, je m'arrête là pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, et ben maintenant ça va être à vous. Pourquoi si peu d'agriculteurs? Plus d'exploitation? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui réduisent leurs déchets. D'accord. Ouais. Mais par contre, celui que j'ai vu, il est bien. Il est top. Ouais. Il est à Gwengat et il est génial. Et puis il est investi sur plein de trucs. Mais en fait, il y en a assez peu qui le font parce que je pense qu'ils n'y pensent pas forcément. Ouais, ils ont appris comme ça, mais oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas reprocher aux professionnels de ne pas fonctionner comme ça. On leur a appris à fonctionner de manière classique avec une production de déchets dont on ne se préoccupe pas. Donc voilà, on ne peut pas leur reprocher. Mais autrefois, les fermes, c'était par essence les lieux où on faisait... voilà, bah oui, le bon sens paysan. Hein. Après, il y a le feu aussi. Comment ? Le feu réduit tous les déchets. Le feu, ouais, ça marche bien, ouais. Ouais. Ça fait la fumée bien noire quand c'est du plastique, mais... C'est magique. C'est magique, ouais. Et les pneus aussi. Les pneus, ouais. C'est pour les manifs. C'est une bonne question de commencer avec l'agriculture parce que moi, sur le territoire où je me situe, l'agriculture représente 59% des émissions de CO2. Donc en fait, et il faut réduire, à échéance 7 ans, il faut que la France ait réduit de 50% ses émissions de CO2 si on ne veut pas se prendre en fait une situation catastrophique. Et c'est vrai qu'en fait, là, quasiment 60% de nos émissions émanent, alors c'est beaucoup des bêtes, du méthane, et donc qui génèrent ça, mais c'est vrai que les déchets sont aussi problématiques. Donc c'est bien quand tu as des expériences comme ça dans un secteur qui est fortement contributeur des émissions, de pouvoir montrer ces belles initiatives. Nous par exemple on a de l'agroforesterie aussi, où finalement replanter des arbres, réduire le bétail et donc en tirer des bénéfices aussi de ces forêts.
ça peut être un cercle vertueux en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut, c'est ce que tu disais avec ton livre, c'est de faire connaître ça et de montrer que c'est possible sans que ce soit extrêmement contraignant. C'est ça, ouais. En fait, la réduction des déchets, c'est quelque chose qui est, comme je le disais, qui est progressif. En fait, c'est une démarche qui est très plaisante. Mais si on essaie de changer du tout au tout, là, c'est vraiment l'enfer. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit et il faut toujours commencer par ce qui est le plus facile et avancer comme ça progressivement parce que sinon, ça devient une prise de tête et c'est vraiment pas l'objectif, c'est juste un coup à abandonner. J'entends souvent des personnes qui me disent culpabiliser de ne pas faire assez. Et c'est dommage parce qu'on devrait plutôt se féliciter de ce qu'on fait déjà. Voilà, plutôt que de s'en vouloir de ne pas faire assez. Mais voilà, c'est quelque chose à mettre au point dès le début. C'est ok, on va avancer progressivement, lentement. Et ça restera imparfait toujours, mais au moins on fait. Et par rapport à l'agriculture, en fait, l'agriculture et l'alimentation vont vraiment de pair. Hein. L'agriculture sert à nourrir, normalement. Donc c'est aussi par nos comportements alimentaires qu'on peut beaucoup influencer les modes de production et l'agriculture. Tout ce qu'on consomme, nous, au niveau individuel, c'est une manière de financer un système qu'on veut voir mis en place. C'est quelque chose que je ne savais pas avant, je ne comprenais pas, que l'argent que je dépensais pour faire mes courses finançait un mode de fonctionnement et un système. Je n'avais pas du tout conscience de ça avant. Aujourd'hui, quand j'achète, j'ai l'impression de faire un acte politique. Vraiment, je choisis mes achats, je mets mon argent dans le système que je veux voir grandir. Et c'est là où on a cette force-là et ce pouvoir-là, même s'il est réparti en millions de personnes, c'est le pouvoir qu'on a, c'est de voter pour le système agricole qu'on veut voir exister. Et donc aussi tout ce qui est restauration collective, voilà, restauration plutôt loisir, quoi. Je dirais les restaurants à plus petite échelle. Tout ça, ça a un impact aussi énorme sur nos modes d'agriculture et de fonctionnement. Et sur le verre aussi, les gars qui consignent, là, c'est intéressant aussi, parce que ça, c'est un truc, l'extraction de sable, on casse tout dans le même truc, mais après on peut pas refaire du verre blanc quand tout est mélangé, c'est un bordel sans nom. Alors qu'avant il y a des consignes, ça marchait très bien. C'est ça. Et en plus, il faut chauffer le verre à peu près à 1500 degrés pour le refondre. D'un point de vue énergétique, c'est une aberration. Il y a beaucoup de pays européens, voilà, je parle juste de l'Europe, mais dans le monde il y en a d'autres, il y a pas mal de pays européens qui n'ont jamais lâché la consigne. Bah oui. Moi quand j'étais petite, on ramenait souvent bio, t'as pas connu ça, toi t'es trop jeune. Si, il y avait. Si, j'ai connu. Et alors, le réemploi du verre est en train d'être remis en place. Il y a des assos, des structures qui travaillent activement là-dessus pour remettre en place le réemploi, en commençant déjà par les bouteilles, les boissons. Donc, il y a tout un travail qui est fait avec des cidriers. Souvent, les cidriers fonctionnent comme ça depuis longtemps. Ils ont souvent des laveuses. Mais des brasseurs, des cidriers, des fournisseurs aussi en gros. Il y a des expérimentations là, qui sont en train d'être mises en place, il y a des choses. Donc, une des structures que j'ai vues travaille là-dessus, notamment pour toute la région Bretagne, ça s'appelle Distro, qui veut dire retour en breton. Et donc c'est vraiment en train d'être mis en place, mais alors leur difficulté, c'est que entre le moment où on a lâché et aujourd'hui, les modes de vie et de consommation ont énormément évolué. Et donc maintenant, il faut réadapter tout le système à nos fonctionnements actuels. Et donc c'est un sacré travail, mais c'est en cours. C'est vrai, c'est en cours et ça va monter. Faut taxer le plastique. Comment ? Faut taxer le plastique, les bouteilles en plastique, les gens vont acheter du verre. Ouais, c'est ça, il faut taxer le plastique et puis essayer aussi, nous, autant qu'on peut, hein, parfois c'est pas facile, mais dès qu'on peut, dès que c'est facile à faire, privilégier aussi d'autres contenants que du plastique. Voilà. Parfois on peut pas et c'est comme ça, petit à petit on va y aller. Je me pose souvent cette question, alors je suis clairement, c'est marrant, en phase avec l'idée de comparer le caddie à une urne de vote. C'est une expression que j'ai déjà utilisée et je trouve que ça colle bien à la réalité. Mais moi, il y a une question que je me pose. Moi, j'ai connu les consignes, j'ai connu aller faire ses achats sur
des marchés où on n'utilise pas de... On ne voit pas des concombres coupés en tranches dans une barquette en plastique, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, c'est parti un peu dans tous les sens? Est-ce qu'on a identifié les raisons pour lesquelles on fait du gros n'importe quoi aujourd'hui? Je prends le concombre qui est coupé en tranches dans une barquette en plastique. Enfin, là, on est vraiment loin. Dans le map, en plus, il y en a sûrement, on peut retrouver où c'est marqué agriculture biologique dessus. J'en suis convaincu. Et pourquoi c'est parti en Suisse? Qu'est-ce qui fait? Parce que pour combattre ça, alors, c'est super les idées qu'il y a, vraiment, je trouve ça génial. Et des fois, il faut bien connaître ses ennemis pour pouvoir les combattre. Et qu'est-ce qui a fait que, aujourd'hui, le bon sens paysan, il est parti alors que c'est simplicité déconcertante. Vous l'avez bien dit au début. Souvent, c'est des choses simples en fait, qui marchent. Mais donc pourquoi en fait ça a disparu puisque c'était simple? Qu'est-ce qui a fait? Je ne sais pas, je vous pose la question. Alors en fait, c'est pour soutenir une certaine économie. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a totalement redimensionné notre économie. On est passé d'une économie de petite échelle à une économie de grande échelle avec des plans inimaginables pour relancer l'économie. Et donc il a fallu produire en quantité et l'objectif était qu'on consomme au maximum. Plus c'est jetable, plus il faut racheter. Si vous avez des collants qui vous tiennent 10 ans, vous n'allez pas racheter des collants. Donc, si vous avez des collants qui craquent au bout de 2 fois, soit vous arrêtez d'emporter, soit il faut en racheter. Le tout jetable permet de racheter en permanence. Si vous utilisez un torchon, une éponge pour nettoyer quelque chose, vous n'avez pas besoin d'acheter de sopalin. Sauf que c'est bien d'acheter du sopalin parce que ça nourrit un certain type d'économie. Donc il y a ça déjà, le fait de devoir consommer au maximum des pneus increvables, on sait faire, des moteurs qui fonctionnent à l'eau, on sait faire, des ampoules qui ne claquent jamais, on sait faire. Et donc ça permet d'alimenter cette économie qui va malheureusement enrichir que certaines personnes. Généralement, c'est pas ceux qui sont en bout de chaîne qui vont s'enrichir avec ça, mais ceux qui sont les quelques-uns qui sont tout en haut. Donc il y a ça. Et puis, je viens de perdre le fil de ce que j'allais dire en plus. Je bois un petit coup d'eau, ça va revenir. Parce qu'il y a un deuxième, et puis... Est-ce que c'est pas non plus nous-mêmes, le client, au final? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, si on achète dans une barquette des concombres coupés, c'est qu'il y a bien des clients pour. S'il n'y a pas de clients, ils n'en feraient pas. Non, alors c'est pas ça, parce que si personne proposait, personne ne penserait jamais acheter des concombres déjà coupés. C'est pas compliqué. C'est l'idée de modernité, c'est l'idée de progrès en permanence, de modernité. C'est qu'il y a aussi une industrie du plastique qui pousse derrière. En fait, l'industrie du plastique est très puissante, c'est une industrie qui est extrêmement lucrative. Il y a des lobbies très forts du plastique qui poussent derrière à vraiment passer au tout jetable pour vendre beaucoup. Au moment du Covid, on a vu, on est repassé au tout jetable pour des soucis d'hygiène. Or, le plastique est la matière qui véhicule le plus les virus et les microbes. On a vu les masques. Voilà. Et on nous a vraiment demandé de passer au tout jetable pour des questions d'hygiène. Or, vraiment, si on regarde juste les faits, sans que ça soit de la critique ou quoi que ce soit, juste les faits, non, le plastique n'est pas la matière la plus saine pour bloquer des propagations de virus. Mais il y a une industrie derrière qui pousse et qui a besoin d'écouler. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'industrie plastique, ça augmente, mais de manière très très forte en fait depuis les années. Alors ça a commencé dans les années 50, mais c'est parti crescendo vraiment dans les années 70. Là, avec tout Tupperware et compagnie, le tout jetable, libérez-vous, confort, nanana. Aujourd'hui, on a des déclarations politiques, depuis très longtemps, depuis des décennies, on a des déclarations politiques de Opala, nous allons réduire la production de plastique, mais en fait c'est vraiment l'inverse. Et les projections de l'industrie plastique pour les prochaines décennies, ça continue à monter en flèche, en flèche, en flèche. L'autre problème que je vois, c'est que ces grands industriels du plastique sont un peu les mêmes que ceux qui prennent les décisions politiques.
voilà, en tout cas, ils fonctionnent ensemble. Généralement, ils ont été dans les mêmes écoles, ils viennent des mêmes milieux, ils se marient entre eux. Et donc, les décisions qui sont prises au niveau politique sont souvent favorables à un certain type d'industrie et d'économie qui n'est pas forcément pour le bien collectif. Alors, il y a des avantages au plastique, hein. Attention, il y a énormément d'avantages. Heureusement que cette matière a été inventée dans certains domaines. Ce qui pose problème, c'est l'utilisation intensive et pour du jetable, là où on sait faire autrement qu'avec du plastique. En fait, c'est vraiment ça qui pose problème. Mais le plastique en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est juste son utilisation intensive. Et donc voilà, on est fortement encouragé à utiliser tout ça. Les industriels, pour vendre, s'appuient aussi sur les connaissances qu'on a aujourd'hui en neurosciences, en psychologie, pour nous pousser au maximum à consommer ces produits. Voilà. Donc si on ne fait pas attention, on est voilà, très vite, sans s'en rendre compte, on est aiguillé vers ces produits-là, sans en avoir conscience. Voilà. Mais bon, moi je serais à leur place, je ferais pareil. Hein. Si j'ai moyen de me faire un max de thunes avec des trucs, et que tout le monde marche, je ne vois pas pourquoi je le ferais pas, hein, après tout. Bon, sauf que j'ai une conscience écologique, donc non, en fait, je ne pourrais pas. Je reviens toujours un petit peu sur le même problème, mais moi aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui commandent un repas chez Uber Eats et autres, etc., je me dis qu'on peut être jeune et se dire il faut effectivement être vertueux au niveau du plastique, au niveau de la dépense énergétique, etc. Moi, quand je vois des jeunes, puisque c'est plus des jeunes d'un certain âge, en tout cas de 18 à 40, qui consomment plus du Uber que les autres, pour commander un seul burger, dire à un moment donné, le mec il a fait 10 bornes avec son vélo moteur ou en vélo, c'est plus vertueux, ok. Mais derrière, on a dépensé beaucoup d'énergie pour juste avoir un burger sur une table, voire deux, parce qu'on n'a pas voulu se faire à manger soi-même. Il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui de certaines populations qui n'est pas en phase avec ce qu'on a envie d'un côté, mais qu'on vote, pour revenir à votre système, hein, on vote tous les jours avec son argent quand on achète. Effectivement, si on achète Uber, on vote pour ce monde-là, quoi. Complètement. Alors il y a, bon, malheureusement, quand on est plus jeune, on est aussi plus influençable, donc on a tendance à fonctionner comme on nous dit de fonctionner. Maintenant, avec les nouvelles technologies, hein, tout est fait pour nous pousser à ça, en fait. Mais c'est étudié et c'est assez irrésistible en plus. Hein, c'est vraiment fait pour qu'on soit à fond dedans. Et c'est matraqué, hein. Ça vous rentre dans la tête. Ah oui, non mais complètement. Et voilà, il y a avec pas mal d'études neuroscientifiques à l'appui. Donc, les messages qui passent par ces médias-là sont beaucoup, allez-y, consommez, surconsommez. Après, ça peut prendre du temps pour avoir une certaine prise de conscience. À côté de ça, il y a aussi vraiment une frange grandissante de jeunes qui ont une conscience écologique très forte. Moi, je vais dans les établissements scolaires. Bon, les enfants, il n'y a pas besoin de les convaincre. Pour les enfants, c'est normal de ne pas faire de mal à la planète, aux animaux et tout. Bon, parfois, ils ont du mal à mettre en adéquation leur dire et leurs gestes. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de les convaincre. Pour eux, c'est normal. Une fois qu'on passe à l'adolescence, il y a déjà le truc de faire contre l'inverse de ce qu'on nous a dit. Mais il y a quand même de plus en plus de jeunes, hein, je vois ça beaucoup dans les lycées, il y a des jeunes mais extrêmement engagés. Et il y en a vraiment pas mal. Moi, quand j'étais au lycée, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une seule personne. Il devait peut-être en avoir, mais je n'ai jamais entendu de jeunes de mon âge qui étaient particulièrement engagés ou à la limite, c'était un peu des uluberlus, quoi. Aujourd'hui, il y en a vraiment pas mal. Et encore plus dans les pays dits en développement ou les pays émergents, parce qu'ils se prennent au plein fouet tout le changement climatique et ils s'activent, ils n'ont pas d'autre choix que de s'activer énormément pour trouver des solutions. Et voilà, donc nous on vit encore dans un certain confort, on est encore à peu près préservé, hein, mais il y a des pays où là, ça devient une question de survie. Et, donc à l'échelle mondiale, il y a quand même pas mal de jeunes qui se bougent. Bon, voilà, maintenant, oui, c'est trop tard pour s'y mettre, il aurait fallu commencer avant, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et puis moi je dis toujours tant qu'à être là,
autant essayer de faire aussi bien qu'on peut plutôt que de contribuer à quelque chose qui nous rend malheureux et qui nous fait du tort. Mais bon, après, c'est des questions de positionnement et de choix. Il y a un jeune journaliste de Libé qui a écrit un livre sur justement tout le système Uber. Je ne sais pas son titre en tête, mais il est originaire de la région de Basse-Maude. Et justement, il explique pourquoi est-ce que lui, il a voulu écrire ce livre, parce qu'il s'est rendu compte que c'était tellement facile, le téléphone, je commande voilà, à manger, je commande un truc, et puis à un moment donné, s'il n'avait pas son truc le lendemain, il sentait qu'il était mal, quoi. Et ça l'a interpellé. Et du coup, il a eu toute une réflexion et il a décidé d'écrire un livre sur ça. Il a fait des dédicaces chez Dialogue, ça fait pas très très longtemps. C'est Burhan Christiana Djadja. Voilà, c'est revenu. Le nom de l'auteur, parce que je le connais, après c'est le titre de son livre que je ne sais plus. Mais, Ubérisation, piège à con. Piège à con, oui, voilà, c'est ça. Ah oui, ça me dit Ça se quelque retient chose. bien, En pourtant. effet, ouais. C'est vrai qu'on nous vend tout ça à chaque fois au nom du confort. Vraiment. Et puis on est une société où tout doit aller vite, quoi. C'est Pour ça. ça, on n'a pas le temps de couper un concombre. Voilà, hein. ouais. Il faut qu'il soit avalé avant d'être coupé. Alors. Et après, il y a tout ce que ça implique, justement. Il a fallu aller l'acheter, il a fallu aller. C'est ça le problème. Des voitures, On est tellement des habitué. taxis, il y a des sommes folles. Et du coup, au départ, ils avaient une commission qui était importante, qui a diminué et ils se sont retrouvés dans la merde. Des esclaves, quoi. Oui, et en plus, ils ont été dans les banlieues chercher des jeunes en leur mettant, en leur faisant Tant qu'à miroiter faire. qu'ils allaient devenir entrepreneurs, enfin qu'ils allaient, voilà. Et du coup, il y en a plein qui se sont fait avoir et qui maintenant, voilà, galèrent et qui... Oui, parce que ça va toujours ensemble, hein. Le non-respect de l'environnement, ça va avec le non-respect Des personnes. Voilà, des personnes. Ouais, généralement, ça va ensemble. Et du coup, la moyenne d'âge des personnes que vous avez été voir, c'est à peu près quelle moyenne d'âge? Il y a de tout. Ouais, il y avait un peu de tout. Bon, après, voilà, la tranche active, quoi. Mais ouais, il y avait un peu de tout. Et du coup, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont décidé d'engager ces démarches-là, ou c'est quelque chose qui est profondément inscrit chez eux, ou il y a eu un événement, on va dire, un peu particulier là, Alors, il y avait plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui ont été élevés comme ça, mais ce n'est pas la majorité. Il y a ceux qui ont eu une prise de conscience au moment d'avoir un enfant. Ça, j'entends souvent ça. Voilà, ceux qui ont eu, au moment de l'arrivée d'un enfant, c'est mais je ne veux pas de toxiques et de chimiques pour cet enfant. Et après, il y a l'envie personnelle. Juste ouais. Par exemple Jean Gab, le fait de vivre sur une île, il surfe, il a voyagé, donc en voyageant, il y a plusieurs personnes, c'était ça, du fait d'avoir voyagé, d'avoir vu la pollution ailleurs. Et puis en plus, voilà, lui surfe, Tiffaine, la fleuriste, elle faisait de la voile, et donc du fait d'être au contact de la mer aussi, on apprend à aimer la mer et on a envie de la protéger. Donc il y a, voilà, c'est vraiment, ça dépend. Il y avait un peu de tout. Ouais. Parce que c'est vrai que dans ton parcours, tu es sur le littoral. Oui. Il y a finalement pas tellement d'exemples en Bretagne dans les terres intérieure, alors que, il y en a. Il y en a, ouais. En fait, il y a deux choses. C'est que déjà, premièrement, je pense que pour aller chercher tout ce qui est dans le centre-Bretagne, il faut aller creuser un peu plus et rentrer plutôt dans les réseaux. Voilà, je pense qu'il y a ça. Moi, j'étais en vélo. C'est vrai. Les monts d'arrêt, j'y ai pas été. Hein. J'ai jamais des propositions. Hein. Merci, je vais réfléchir. Je sais pas trop. Donc, tout ce qui était... j'avoue, j'ai simplifié 2-3 trucs pour pas me rajouter 200 km de dénivelé. Parce que j'ai pas précisé, mais en fait, c'était en 2021, ça devait être le printemps plus pourri depuis les années 60.
je pense. J'ai eu le premier mois, en fait là j'ai relu tout mon journal de bord où je marquais aussi le temps qu'il faisait. Et en fait le premier mois, j'ai eu du vent de face tous les jours, à 2 exceptions près. En fait j'ai découvert ce que c'était de rouler à vélo sans vent de face au bout d'1 mois. Terrible, terrible. J'ai pris le vent, la flotte, la grêle et j'ai eu 3 jours de canicule. Bam! Sur la fin, histoire de bien me sécher, je suis rentrée, j'étais comme ça, j'avais des tendinites, j'avais les mêmes douleurs qu'au départ à cause de la canicule. Donc voilà, j'ai fait 1400 km en 2 mois où c'était que mon mode de déplacement entre 2 rendez-vous. Hein, c'était mon temps libre en fait, c'était pédaler. Donc j'avoue que j'ai discrètement mis de côté tout ce qui me forçait à faire des centaines de kilomètres ou aller plus dans les terres où c'était encore plus comme ça. Et j'étais contente de terminer par le Pays Bigoudin plat. C'était bien, c'était très bien. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait une collectivité à Morlaix. Oui. La démarche, c'est vis-à-vis de la collecte ou pas? Alors la démarche de Morlaix Communauté, elle est assez globale. Il y avait Morlaix Communauté, Belle-Île et Rennes Métropole dans les collectivités. La démarche, elle est globale à Morlaix-Co. Il y avait tout ce qui est végétaux. Donc l'offre de compostage pour le plus grand nombre possible, compostage individuel, partagé en établissement et tout. Il y a aussi tout ce qui est broyage, tout ça. Ils organisent des défis familles depuis 2012, je crois, ou 2017, où il y a 300 foyers qui ont été formés à la réduction des déchets. Donc il y a ça, il y a des programmes pédagogiques depuis 20 ans. Ils vont dans les établissements scolaires apprendre aux enfants avec, voilà, il y a plusieurs thématiques et tout un parcours pendant toute l'année avec des interventions, des visites. Il y a ça, et qu'est-ce qu'il faut encore à Morlaix Communauté? Il y a un quatrième poste, mais je me souviens plus de ce que c'est. Il faudra lire le livre. C'est ça, il va falloir lire le livre. Et grâce à ça, comme ça fait un moment qu'ils s'y sont mis, ça a créé une dynamique énorme sur le territoire. Et en fait, à Morlaix Communauté, il y a un festival zéro déchet, il y a une nouvelle formation au lycée agricole, voilà, sur accès environnement et tout. Ils travaillent avec des assos pour faire les interventions dans les établissements scolaires. C'est des centaines d'interventions. Hein. Il y a des assos qui ont dû embaucher du monde. Donc, ça développe les associations. Il y a des ressourceries qui se sont montées. En fait, ça crée des emplois et ça crée une dynamique sur le territoire. Avec, et plus ça va, plus il y a de partenaires et plus il y a un maillage. Et c'est génial à voir, quoi. C'est trop bien. Ils prêtent des couches lavables, ils font plein d'ateliers grand public, il se passe plein de trucs. C'est trop bien. Franchement, Morlaix Communauté, au top. Ouais. Par contre, c'est vallonné. Ah non, mais la Bretagne, ça c'était une de mes conclusions. Hein. La Bretagne, c'est très vallonné et ça souffle. Merci. Hein. J'ai souvent dit à mes parents, mais pourquoi on n'était pas dans les Landes? Dans la Beauce. Ouais, non, la Beauce quand même pas. Mais ouais, non, c'était pas. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. La région est tellement belle, je comprends pas qu'on puisse ne pas vouloir faire attention. Tellement c'est beau. J'en ai pris plein les yeux. Ouais, pas que plein les yeux, mais j'en ai pris entre autres plein les yeux. Quoi. Vraiment, on a une région, mais en fait on a un pays, on a une planète. C'est magnifique et ouais, c'est vraiment un patrimoine collectif à préserver. Bon, on est pas mal, hein? Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, si? Non, merci. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci.